93.1, 93.1. Taxi FM, premier sur l'actualité. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gator. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce vendredi matin. Taxi Presse, la messe de vendredi. C'est avec Abi Alpha Isotou, le patron de journal Le Rendez-vous, Fabrice Pechesi, le patron de journal Le Libéral, et Ferdinand Haïté, le patron de journal L'Alternative. Nous parlerons politique ce matin, beaucoup d'ailleurs, avec l'annonce sans fin finalement du dialogue, le dialogue qui ne vient toujours pas. Nouveau clap de fin pour l'opposition, le temps des interrogations sur cette opposition togolaise, beaucoup plus la coalition de 14 partis politiques de l'opposition. Cette semaine, le confrère La Manchette s'est interrogé sur cette opposition. Finalement, nous parlerons un petit peu aussi, si vous voulez, de l'appel des centrales syndicales. Le mouvement des sages unir ou le retour aux affaires des barons du rassemblement du peuple togolais, l'échec des jeunes loups du parti ou simple volonté de création d'un organe de parti. Nous reviendrons sur le sujet avec mes confrères en studio. Alors, juste vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce vendredi. Il y a le quotidien Liberté qui est dans les kiosques ce matin, l'Alternative également, le Tonnerre. Vous avez le Canard indépendant, le quotidien Forum de la semaine, le journal qui évoque le témoignage d'Agbeyome Kodjo sur le massacre de Fréau Jardin. Vous savez qu'aujourd'hui, ça fait 25 ans exactement, puisqu'il a été cité Agbeyome comme l'un des commanditaires du massacre de Fréau Jardin devant la CVJR, l'ancien Premier ministre, ministre de l'administration territoriale de la sécurité, au moment des faits, a rejeté les accusations portées contre sa personne et donné sa version des faits. C'est ce que le confrère Forum de la semaine nous propose ce matin. On lira le témoignage d'Agbeyome Kodjo dans le journal à la page 3. D'ailleurs, le confrère Le Tonnerre aussi est revenu sur le sujet. Vous pouvez aussi lire l'article dans le journal Le Tonnerre. 25 ans après les massacres de Fréau Jardin, retour sur le témoignage d'Agbeyome Kodjo. Il y a le journal Vision d'Afrique qui est aussi dans les kiosques ce matin. Vous pouvez également trouver l'hebdomadaire Togo Réveil, le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie, le bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation. Vous avez le journal Le Patriote aussi qui est dans les kiosques et le journal Canal D. Voilà donc les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Taxi Presse de ce vendredi, c'est avec Abi Alpha Isotou. Abi, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à ta rédaction et à celles et ceux qui nous écoutent. Bon vendredi aux frères et sœurs musulmans. Bien sûr, merci de nous avoir rejoints Abi. J'espère que vous allez bien. Je rends grâce à Dieu. Parfait. Bonjour Ferdinand Haïté. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs, bonjour aux amis de Taxi FM. Merci aussi d'être là avec nous ce matin. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Fabrice Pechesi, le patron du journal Le Libéral. Mais Ferdinand, avant, vous avez un coup de gueule à pousser ce matin. Oui, un coup de gueule, vous savez, nous les leaders d'opinion, parfois on est un peu scandalisés d'entendre certaines choses sur nos médias. Ce matin, j'ai été très touché par l'intervention d'un monsieur qui s'est donné en spectacle sur une de nos radios en se présentant comme un coach. Maintenant, c'est la tendance. Oui, vous trouvez plein de gens qui viennent, qui disent qu'ils sont coachs, experts, je ne sais pas quoi, ils se donnent des titres et ils viennent et ils se mêlent de tout et de rien. Et j'étais très touché parce que ce monsieur qui vient d'un pays voisin est venu raconter sa vie, traiter la classe politique de tous les noms d'oiseaux. C'est des gens qui intervenaient sur une télévision au Bénin, Sika TV, qui se faisaient passer pour des experts de la crise togolaise alors qu'ils ne maîtrisent rien de nos problèmes et qui viennent et qui ont le toupet de venir sur notre propre
territoire, qui viennent maintenant au pays, et ils passent à la caisse d'un ministère ou je sais pas, ou quelque part on leur donne quelques billets de banque et ils viennent à la radio et insulter l'intelligence des Togolais. C'est-à-dire qu'aucun Togolais ne peut aujourd'hui aller en Côte d'Ivoire, se mêler de la crise ivoirienne, dire aux Ivoiriens ce qui est bien pour leur pays, ou aucun Togolais ne peut aller au Burkina pour aller faire des leçons burkinabais, ou aucun Togolais aujourd'hui ne peut aller au Bénin pour faire des leçons aux Béninois. Donc je pense que c'est vrai, nous sommes en crise. C'est vrai que nous avons des difficultés à sortir de cette crise depuis des années, mais il ne faut pas que ça donne l'occasion à n'importe quel aventurier, n'importe quel individu qui arrive au Togo ici, prenne des positions biscornues en traitant les Togolais de tous les noms d'oiseaux. Je pense que notre fierté des Togolais doit être touchée quand des individus comme ça viennent chez nous, sur nos médias, et vont même louer des salles à Lomé ici pour dire qu'ils sont des coachs, ils veulent apprendre aux Togolais à faire ci, à faire ça. S'ils viennent pour coacher des gens dans le domaine des entreprises, d'accord, personne ne leur en voudra pour ça. Mais quand ils viennent se mêler de nos affaires politiques et essayent de traiter les gens de tous les noms d'oiseaux, je pense que ça commence par faire un peu trop et que ces gens-là, je pense qu'il faut qu'ils fassent un peu attention. Je ne sais pas s'il y a bien un commentaire à faire à ce propos. Moi, je ne sais pas pourquoi Ferdinand est estomaqué, parce que c'est un instrument de travail du régime en place. Vous vous rappelez ici, dans le fameux dossier de Abbas Youssef Bodiona, oui. Vous vous rappelez comment on a débarqué ce monsieur d'arabe là sur TV2. Il a traité les Togolais de tous les noms d'oiseaux, il a fait ça diarrhée là-bas. C'est depuis ce jour que moi j'ai signé à cette télé que je ne viens plus à la télé, je ne suis jamais allé. Bon. Parce que je me sens touché. Oui, en tant que Togolais, quand on transporte un arabe comme ça, il vient sur une chaîne qui est censée faire ma fierté, dire de n'importe quoi parce que l'autorité a voulu cela, parce qu'on veut finir avec quelqu'un, ça fait problème. Donc, ces plaisantins qui passent de station de radio à chaîne de télévision ne rentrent que dans cette logique. Il y a bien eu quelqu'un qui les a fait venir ici, il y a quelqu'un qui fait leurs prestations, ils le font ici, ils le font à l'extérieur sur les chaînes internationales. Donc, moi je pense que c'est ça les habitudes qui vont finir avec le temps et je crois que ça ne va pas durer parce que plus ça dure, plus le Togolais prend conscience de certaines réalités. Comme l'a dit le confrère, aucun Togolais ne peut aller dans une frontière étrangère pour dire quoi que ce soit, donner son avis de cette façon aussi arrogante comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté aux citoyens d'un pays dont il n'est pas originaire. D'accord. Bonjour Fabrice Petizi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de continuer à entamer les questions, les sujets que nous avons programmés pour le débat de ce matin, je voudrais quand même faire une mise au point par rapport aux menaces dont beaucoup d'entre nous font l'objet depuis plusieurs jours maintenant. Tout cela est lié à nos prises de position, la prise de position des confrères, que ce soit Abi Alpha, Ferdinand Haïté, Sam Diobo, Tchaniao Aremiaou, c'est le dernier qui a été menacé. Et il y a plusieurs audios qui circulent de plateforme en plateforme, les menaçant vertement. Est-ce que ce n'est pas une situation qu'il faudra dénoncer aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui se prévalent à être plus togolais que les autres. Abi Alpha. Oui, moi je crois que pour commencer par la divergence d'opinion, à supposer que tout de suite, Fabrice n'est pas venu. Et que ce débat-là, peut-être les confrères sont absents et puis il ne reste que Ferdinand et moi. On va certainement à 95% des cas parler sur le même ton. Là, il n'y a plus de débat. Donc, je crois que l'opinion doit aussi savoir tolérer certaines choses. C'est quand il y a cette divergence d'avis-là que ça fait un débat. C'est ça qui fait aussi, qui permet... Moi, même si je viens ici et que je suis seul, c'est une interview. Oui, bien sûr. Ce n'est plus un débat. Il va avoir des aspects du sujet que je devais toucher. Que je ne et il arrive plusieurs fois où nous annulons des programmes pour ça. Très bien, vous vous rappelez, entre temps sur Fréquence 1, toi et moi, les amis n'étaient pas venus. On était tous deux. C'était une interview. Le jour-là, c'était le plus... On n'était pas tous à l'aise. Hein. Oui, parce que j'ai dit que s'il y avait un ami, peut-être dans ma démonstration, il pouvait venir autrement, il me permet de rebondir, de revoir des trucs que je ne voyais pas forcément. Donc moi, je pense que l'opinion doit... Par rapport à ce qui s'est passé avec les audios qui circulent. Bon, la rumeur qui est allée au niveau des audios, comme quoi des gens seraient à l'ANR en train de fomenter un coup pour, n'est-ce pas, avec l'aide des gens déportés à importer du Burkina pour, n'est-ce pas,
accuser le PNP de djihadisme, c'était d'abord une rumeur. Maintenant, si tantôt on dit que c'est un coup qu'on prépare, tantôt on dit que c'est une conférence de presse qui se prépare, à supposer que c'est une conférence de presse. Est-ce que c'est parce que ça a été fait à l'ANR? Si ça se confirme, est-ce que c'est parce que c'est à l'ANR que ça fait problème? Donc moi je pense que les gens doivent savoir tolérer certaines choses. Si c'était une conférence de presse, si ce n'était pas fait à l'ANR, ça devait se faire ailleurs. Et c'est forcément les journalistes qui devraient aller pour, n'est-ce pas, couvrir l'événement. Donc c'est en cela que moi je pense que l'opinion, c'est vrai qu'on traverse des moments difficiles. Les gens ont tellement encaissé pendant 50 ans que certaines choses font enflammer, mais il faut quand même savoir que s'il n'y a pas la divergence d'opinion, même demain, si ceux qui dirigent ne sont pas là demain, l'équipe qui viendra aura aussi une opposition en face. Il y aura toujours cette divergence d'opinion. Quand nous suivons, nous délectons des grands débats sur les grands médias, c'est parce qu'il y a divergence que ça nous intéresse. Mais quand c'est une interview, vous comprenez. Ça n'a aucun intérêt. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas forcément ça, quoi. D'accord. Fabrice, qu'est-ce que vous avez commenté par rapport à ces nombreuses menaces dont font l'objet beaucoup d'entre nous, beaucoup de confrères? Oui, il y en a qui sont taxés proches du pouvoir, il y en a qui sont taxés proches de l'opposition, et dans l'opinion, forcément, on n'est pas d'accord. C'est leur point de vue, mais aller jusqu'à menacer les gens, c'est quand même osé, hein. Oui, bon, qu'on insulte les gens, ça, on peut comprendre. Même si les injures ne sont pas tolérées, oui. Mais qu'on aille jusqu'à menacer les gens de mort, je crois que c'est là où c'est regrettable. Et bon, nous recherchons un état de droit, et l'état de droit suppose une liberté, un pluralisme d'expression. Chacun peut avoir ses idées. Ce n'est pas parce que nous sommes de la même ethnie, nous sommes de la même religion, que nous sommes obligés de voir les choses de la même manière. Ça, il faut que les gens le comprennent. Et puis, nos journaux, moi, mon journal, ce n'est pas l'association des ressortissants de la COSA qui m'ont financé à créer mon journal. Donc, il ne faut pas que des gens de ce côté-là espèrent un jour dire, ben ouais, bon, voilà, c'est nous, tu ne nous fais pas ceci ou cela. En fonction de mes idées, de mes opinions, on ne reçoit pas des instructions avant de venir ici. Chacun vient dire ce qu'il pense d'une situation actuelle. Et donc, que ça plaise ou ça ne plaise pas, on ne parle pas aussi pour faire plaisir à certains. Donc, il faudrait que les gens le comprennent et que on puisse éviter de menacer des gens jusqu'à aller menacer même leur famille et tout cela et autres. C'est des intimidations, mais qui ne sont pas de nature vraiment à faire évoluer la démocratie dans notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu merci, dans tous les partis politiques, la charte des partis politiques d'ailleurs exige que vous ayez sur votre liste de militants les gens venant de tous les bords. Et donc, il ne faudrait pas que, même si les partis politiques se fondent parfois sur les ethnies pour pouvoir faire leurs affaires, il ne faudrait pas attendre ça également des journalistes pour que chacun essaie de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Moi, je viens librement ici m'exprimer en fonction de mes idées. Il y a des gens dans ma famille, ça ne leur plaît pas, mais bon, on fait ce sont vos idées. Ce sont mes idées. Ce sont mes idées. Ils ne savent pas comment je fais pour faire ceci ou cela. Je suis majeur, je ne suis pas mineur. Et donc, tout ce que je dis, ça n'engage que moi. Et donc, on peut m'attaquer sur mes idées, mais essayer de menacer les gens, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Et parlant de ce qui s'est passé ces derniers temps avec des audios contre certains de nos confrères, il faut dire, Sam Djobo notamment, Tchanyao Arimiao aussi. Les audios qui sont en Kotokoli, il y en a même qui se réclament appartenir au PNP. C'est là où ça devient quand même compliqué quand même. Hein? Oui, en fait, c'est ça qui met parfois en difficulté les gens. Il y a un combat que les gens n'ont pas compris. Je disais la dernière fois sur une radio que moi j'ai eu à écouter par exemple Achadam. J'ai vu Achadam marcher, aller vers les militaires pour leur expliquer. Voilà. Oui, bien sûr. Et là où on se dit, est-ce que les gens, ce que celui qui a créé le parti, ce qu'il a en tête, est-ce que tous ceux qui le suivent, c'est ce qu'ils pensent? Et au début ici, je crois que nous avons attiré l'attention là-dessus, où ça donnait l'impression comme si c'est un parti né pour une certaine ethnie. Nous n'avions pas été compris à l'époque, mais aujourd'hui, les faits nous donnent une certaine raison. Moi, je me souviens, il faut qu'on se dise certaines vérités. Il y a eu des situations au Togo ici où
il y avait des cavaliers en difficulté. Oui. Nous avons pris des positions, certains n'étaient pas contents de nous, certains aussi appréciaient ce qu'on faisait. Mais bon, ça reste nos idées, quoi. Et donc, tant que vous aurez, et heureusement que vous faites des émissions, vous ouvrez l'antenne aux auditeurs. Oui. Ils n'ont qu'à appeler également, apporter quand ils disent je n'aime pas tel journaliste, moi je suis pas, tu n'es pas ma femme, je suis pas obligé, tu n'es pas obligé de m'aimer. Si tu n'approuves pas mes idées, conteste mes idées, mais là aller jusqu'à me menacer. Et donc moi on était là et j'étais avec Sam Djoba au siège où il avait la tête dans son 12 pages. Il a crevé toute la journée jusqu'à midi, même ses enfants étaient obligés de venir à son bureau. Moi j'étais là-bas et c'est à ce moment il m'a appelé, il me dit mais voilà ce qui circule, on dit que je suis à l'ANR. J'ai dit ah bon, ou bien notre siège est devenu l'ANR, et c'était un peu surprenant. Je crois que ce n'est pas là-bas seul, c'est vrai que compte tenu de l'actualité il y a une certaine intensité de ce côté-là, mais il faut que les gens comprennent. Moi je vois les Philippe Atakpa, c'est un cabien, non, mais chaque fois il ne fait que faire l'apologie du PNP sur sa page Facebook, mais ça ne l'empêche pas d'aller à Sotouboua ou à Kara circuler librement. On le voit, on dit oh toi là, il dit oui, ben on rigole et puis ça s'arrête là. Et donc il ne faudrait pas aussi que, c'est pas aujourd'hui un thème du côté du Nil, il y a des thèmes, je ne dis pas que les confrères sont du Nil, mais nous faisons des analyses. Si vous nous rapprochez d'un camp ou d'un autre, vous êtes libre, mais aller jusqu'à menacer, faire comme si c'est un devoir pour quelqu'un de suivre l'autre, ça devient un problème. Ça devient un problème. Ferdinand Haïté, on est en train de vouloir, si on ne l'est pas encore, parce que c'est la vie aussi de certains, en train de construire un état de droit au Togo. Alors si certains estiment qu'il n'y a que leur point de vue qui vaille, ça devient un problème. Oui, tout à fait. La vérité ne jaillit que de la contradiction. Bien sûr. Moi, je crois que la situation est très, très, très complexe. D'abord, il faut condamner tous ces audios qui circulent et tout ce qui est en train d'arriver à nos confrères, les menaces et tout. Il faut les condamner parce que nous vivons tous les mêmes choses. Ces derniers temps, lorsqu'il y avait les manifestations, lorsqu'on a atteint le pic des manifestations, les gens n'ont pas imaginé l'enfer que certains comme nous, on a vécu. Oui. Habillez-moi, on a déserté nos domiciles presque des semaines. Oui. Parce que des gens menaçaient de brûler chez nous, de brûler tout, même de s'attaquer à nos enfants, à nos familles. On a dû mettre les familles à l'abri, tout ça. Et personne n'imagine ce que nous vivons. Même quand nous venons aux émissions ici, quand on sort, les menaces qu'on reçoit, personne n'imagine. Mais nous, c'est notre boulot. Personne ne nous paie pour venir ici, pour débattre. D'ailleurs, quand vous venez ici, les vendredis, toute la journée est perdue. Et personne ne sait comment nos journaux vivent. Et effectivement, nous n'avons pas créé nos journaux pour servir de porte-voix des chapelles politiques. Nous sommes nous-mêmes majeurs, comme Fabrice l'a dit. Nous avons un passé, chacun un parcours. Moi, j'ai dit toujours aux gens, je n'apprends pas à découvrir les hommes politiques. Je n'apprends pas à les découvrir. Moi, j'ai fait la politique. J'ai fait au moins 17 ans de militantisme, de haut niveau. Donc, tous ceux qui sont sur la scène politique, moi, je les connais. Je les ai fréquentés. Je les ai fréquentés à un niveau insoupçonnable. Donc, je ne découvre rien. C'est Yarima qui est mort, et puis de nouveaux politiciens ont apparu, et puis de nouvelles personnes ont apparu. Nous, quand on traversait les frontières pour aller voir, j'ai écrit il y a 20 ans, personne ne savait comment on faisait. Et donc, aujourd'hui, il suffit seulement de prendre une position. Ce n'est pas seulement du côté du pouvoir. Même aujourd'hui dans l'opposition, les gens commencent systématiquement par vous agresser sur les réseaux sociaux. Ils commencent par vous insulter comme si vous étiez à leur service. Nous ne sommes au service de personne, nous sommes au service du peuple togolais. Parce que l'état de droit que nous voulons tous, si demain il y a un changement et qu'on ne voit pas cet état de droit, nous sommes toujours en droit d'être dans notre mission pour dire que ça là, c'est pas pour ça qu'on s'est battu. Vous comprenez? Nous n'allons pas tourner demain la page du régime actuel ou fermer ce livre et en ouvrir un autre. Oui. De la même manière. C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, les gens doivent, quand ils se mettent à menacer, les gens doivent comprendre. Les gens, ça n'a aucun sens. Oui, mais je comprends leur attitude. L'attitude de certaines personnes est relève parfois de la sociologie, de la psychologie. Ces gens-là n'ont vécu que sous la dictature.
Vous savez, il y a un des grands penseurs du XXe siècle qui a écrit plusieurs livres et qui a publié récemment ses mémoires, Jean-François Rivel. Il faut lire ce monsieur qui a écrit sur les dictatures en Amérique latine, à l'époque de toutes les pires dictatures en Amérique latine, le Chili avec Pinochet, l'Argentine avec les péronistes, tout ça, qui a démontré que des gens qui ont vécu pendant longtemps sous un régime dictatorial, même s'ils se proclament des démocrates, ont toujours des jeunes de dictature en eux. Et il faut des générations pour qu'ils se départissent de ces méthodes-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si vous enlevez 50 ans de la vie de la plupart des acteurs aujourd'hui politiques au Togo, certains ne leur restent que 6 ans, d'autres 7 ans, tout ça. Ils n'ont vécu que sous le système de dictature. Donc, ils ont été enserrés dans ce système-là. Et qui ne réfléchissent que de cette manière-là. Nous aussi, on vient, si quelqu'un veut nous critiquer, on le fout en prison. Ça ne sera pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des journalistes indépendants, des gens, une société civile forte pour être à l'avant-garde des acquis démocratiques. Et donc, le message s'adresse à tout le monde. Le message s'adresse à tout le monde. Ceux qui sont là, nous disons non, ce qu'ils font, c'est pas bon. Ceux qui viendront demain, s'ils viennent répéter les mêmes choses, on sera là pour leur dire, les gars, c'est pas pour ça qu'on s'est battu. Et donc, les gens oublient qu'on est souvent dans le même bateau. Et que si le bateau coule, on coule ensemble. Parce que dans ce pays, pendant des mois ou pendant des années, l'opposition ou la classe politique de pollution s'est totalement effondrée. C'est la presse qui a entretenu pendant des mois des gens comme nous sur les médias qui ont entretenu l'espoir dans la population. Et donc, dès qu'un journaliste émet un avis qui ne va pas dans le contexte de votre parti politique ou bien ne va pas dans le contexte d'un leader, vous commencez par le menacer. C'est le résultat c'est le résultat de la démarche qui consiste à faire des dirigeants, des gourous ou des chefs incontestables en disant oui, c'est un chef, on ne doit pas le contester. On n'a pas besoin de ça. Oui, donc, parce que ceux qui menacent aujourd'hui, quand nous prenons le cas actuel de Tchénao, de nos confrères Tchénao et Sam Diobon, ceux qui menacent en côté-collé qu'on sort, nous faisons besoin de ça. Oui, c'est pour ça que les partis politiques ont le devoir, à partir d'abord de leur chef, de passer des messages en disant aux gens, écoutez, laissez les gens faire leur travail. C'est leur travail, laissez les gens faire leur travail. Que chacun fasse son travail. Les politiciens font leur boulot, les journalistes font le leur. Et c'est les résultats qui comptent. Et donc, moi, je pense que hier, par exemple, vous avez suivi l'émission politique sur France 2. Oui. Comment est-ce que Laurent Wauquiez a été malmené? Comment est-ce que le débat a été très rugueux? C'est de ce genre de société que nous rêvons pour nos pays. Donc, on ne rêve pas d'une société où certains vont dire, bon, vous levez-vous, nous, on va venir s'asseoir pour faire les mêmes choses que vous faisiez avant. Non, ça ne se passera pas comme ça. Bien. Abi, un commentaire. Juste pour recadrer qu'il n'y a pas eu une réaction officielle du PNP. Peut-être que quand vous parlez des gens du PNP, quelqu'un peut émettre un audio comme ça. Oui, et dire qu'il est PNP. Sinon, aucune réaction officielle du PNP. Ce n'était pas seulement une réaction des Côte-Colis, bien des musulmans. Il y a eu différentes personnes de différentes origines. Non, moi j'ai écouté des audios en Côte-Colis où des gens parlaient du PNP. Je pense que vous avez aussi les mêmes audios. Oui, exactement. J'ai dit des audios aussi qui ne sont pas forcément en Côte-Colis. C'est-à-dire que pour vous dire que ça ne concerne pas seulement une ethnie ou bien une religion, quoi. Donc c'est ce que nous condamnons, que quand même on tolère cette liberté d'expression. On ne peut pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire vouloir que tout le monde regarde dans la même direction. On aurait remplacé, c'est-à-dire vendu un chien pour acheter un singe, quoi. Ça n'aura aucun sens. Oui, Fabrice, et puis on passe à un autre sujet. Là où le bas blesse, effectivement, généralement, on dit souvent qu'il ne dit rien consent. C'est-à-dire qu'on l'a très souvent constaté lorsque les journalistes ont été pris à partie sur les lieux de reportage et tout cela pour des manifestations organisées par des partis politiques. Je crois que quand les gens posent des actes qui ne vous arrangent pas, je crois qu'il faut vous départir de cela et puis rappeler, si ce sont vos militants, les rappeler à l'ordre pour dire non. Ce n'est pas la logique de notre parti. Parce que quand vous vous taisez, c'est comme si vous cautionnez un peu ce qui est en train d'être fait. Et puis parlant des confrères, avant de critiquer quelqu'un, excusez-moi, allez-y. Il faut chercher à savoir quelle était ses positions avant. Quelle était ses positions avant? Est-ce que la personne a changé? Quand la personne ne change pas, ça veut dire que la personne a une certaine idéologie dans laquelle il s'enferme. On est contre les gens qui du jour au lendemain balancent du... Ça peut se critiquer aussi, mais chacun est libre de changer au moment également où il veut. Mais quand les gens avaient cette même position, quand je prends la préfecture de Tchaoudjo, avant à Tchadam,
Il y a des leaders politiques des plus coréens. Il est à Eva, avec le PDR qui a donné des sueurs. Djobo Boukari. Les Djobo Boukari, il y a les Tchassona Traoré et tout cela. Il y a eu plein de gens qui ont... Bon, pourquoi à ce moment précis-là, il y avait aussi des confrères qui étaient pour eux, il y en avait qui étaient aussi contre. Bon, pas contre, mais qui avaient des idées qui n'allaient pas dans leur sens. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va obliger tout le monde. Aujourd'hui, il y a des cotocolis dans UNIR. Oui. Il y en a dans tous les partis politiques. Il y a des cotocolis à l'ANC. Il y en a parti. Donc, bon, est-ce que on va obliger tout le monde parce que quelqu'un a créé un parti? Tous les caviers, les gens disent oui, UNIR c'est pour les caviers, mais tous les caviers ne sont pas dans UNIR. Oui, ça c'est la vérité. Oui, donc il faudrait que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on a la même origine. Là. Les gens sont d'une même famille, ils ne sont pas de même parti politique. On a eu dans le passé le cas de Pascal Bodjonas, son papa était un opposant, lui, il était un partisan du pouvoir, mais son papa ne l'a pas renié. Et donc, il faut comprendre qu'on peut nous éduquer dans une même maison, avoir la même éducation, mais dans la mesure où on nous envoie à l'école et chacun apprend à réfléchir, ne soyez pas surpris que vous engagez un débat politique avec votre enfant et vous ne vous entendez pas. Mais ce n'est pas une raison pour que la famille prenne un coup parce que vous ne vous entendez pas, non. Quand vous fermez ce sujet-là, sur les autres questions, vous abordez, si ça concerne la famille, vous entendez et autres. Donc il faudra que les gens évitent de penser que, bon, voilà, tel journaliste est avec nous et autres et autres. Ils savent combien ça coûte une parution, que ce soit à l'imprimerie et autres. Non. Donc il ne faut pas que les gens restent dans leur coin et ils pensent qu'on doit les soutenir. Chacun, quand on est majeur, chacun pose les actes en toute responsabilité. C'est clair. Et puis, les gens que nous sommes, nous avons des convictions personnelles. Chacun a des convictions personnelles. Au-delà de tout. Moi, ce que je fais dans mon journal, c'est ma conviction. Ce sont des idées à moi. Je ne porte pas les idées d'un leader ou d'un parti politique. Les gens qui veulent que des journalistes ne soient là que pour porter leurs idées, mais ils sont libres de créer leurs journaux. Parce que ce n'est pas interdit. Il y a des pays comme, comment appelle-t-on, en France par exemple, il y a des journaux qui sont liés à des partis politiques, qui portent l'idéologie de ces partis-là. Donc il faut que des gens essayent de comprendre. Moi, si quelque chose m'arrive demain, je n'aurais pas été victime parce que je suis pour tel leader ou tel leader. Si je suis victime de quelque chose, je le suis parce que je porte des valeurs, des idées. Et ces idées-là, je les transmets dans mon journal. Et donc, ces idées sont des idées fortement de quelqu'un qui est contre l'injustice, qui est engagé, qui veut le changement dans son pays. Maintenant, ceux qui sont dans la lutte pour le changement et ceux qui sont contre le changement, surtout ceux qui sont dans la lutte pour le changement, doivent comprendre que eux, ils ne peuvent pas danser, s'apprécier. C'est les gens qui sont dehors qui vont dire mais vous êtes en train de faire des faux pas, vous prenez des positions qui risquent de compromettre la lutte que vous êtes en train de mener. Et donc il faut qu'ils écoutent les gens. Mais s'ils sont là, ils pensent que bon, ils ont la science infuse et que bon, tout ce que les gens racontent, ils minimisent les gens en disant bon écoutez, laissez ces petits journalistes. Encore qu'on n'est pas des petits, on n'est pas des petits et donc ça pose un problème. Mais bon, je crois que c'est le contexte togolais même qui est vraiment un contexte particulier avec les 50 ans de règne du même régime. Les gens ont tellement de la rancœur, des ressentiments des ressentiments qu'ils s'en prennent à tout le monde parfois pour rien du tout. Pour rien du tout. Et donc ces gens-là n'imaginent pas un seul instant l'enfer que nous vivons, nous qui venons sur les médias prendre un certain nombre de positions sur la scène politique. Très bien. Messieurs, merci beaucoup sur cette mise au point liée donc aux menaces dont plusieurs d'entre nous font l'objet depuis des mois et des mois. On va aborder maintenant la question politique avec cette crise qui ne finit pas. Les médiations ont été toujours annoncées, ça ne tient toujours pas. Cette semaine, on annonçait une discussion qui devrait s'ouvrir entre le 23 et le 26. Aujourd'hui, c'est le 26 janvier. On n'a rien vu. Et pendant ce temps, le professeur Alpha Condé qui se prépare à passer le témoin à Paul Kagame en tant que président en exercice de l'Union africaine. Est-ce que aujourd'hui, Abi Alpha, la crise togolaise n'est pas plus grave qu'elle l'était il y a quelques mois, où on a le sentiment qu'il n'y a pas d'issue finalement? Non, je crois que
les grands mots se guérissent quand le mal atteint un certain paroxysme. Ah oui. C'est quand souvent on perd espoir. Parfois le malade n'a même plus espoir, confiance à aucun produit, sans ce moment que très souvent, soit on se guérit, soit on meurt. Donc nous sommes dans une situation, c'est vrai, délicate, parce que les gens l'auraient voulu. Ce que les Togolais réclament pour que ça devienne une crise actuellement, ce n'est pas une faveur qu'ils réclament. Ils ne sont pas en train de faire le mea culpa pour tenir les pieds de quelqu'un, se couvrir de poussière, demandant, implorant ses bons offices. Oui. C'est un droit. C'est un droit qui est déjà une réalité dans les pays voisins. Un régime reste, il fait un temps, il passe, un autre vient. Mais ici, comme c'est devenu une vestibule où certains espèrent que estiment que c'est pour nous, on trouve une ossature, une certaine disposition juridique pour, n'est-ce pas, garantir ça et faire en sorte que ce soit légal aux yeux de tout le monde, parce que quelque part il y a la force aussi qui appuie. Et ça devient un problème. Il y a la grande majorité qui est mécontente, qui n'est pas d'accord avec la situation. Il y a une minorité qui est forte, qui est d'accord avec la situation et qui reste arc-bouté à sa position. Sauf que les situations comme ça ne durent pas souvent, parce que si cette crise-là, ça atteint actuellement où on a l'impression que chose... elle s'enlise, elle s'est complètement enlisée. On ne peut pas parler d'enlisement maintenant. On parle d'enlisement quand vous revendiquez une situation qui n'évolue pas et que vous commencez pas à vous fatiguer. Actuellement, je ne vois aucune fatigue de la part de ceux qui réclament le départ de ce régime. Je n'en vois pas. Si vous pouvez me donner des indices, je ne vois pas. Non, depuis là, rien que les manifestations. Exactement. Donc, depuis là, ça a commencé. Les gens ne sont pas d'accord. Pardon, autant pour moi. Entre-temps, même, on avait ciblé certaines villes pour faire la contestation. À un moment donné, d'autres villes, même des petites localités, sont rentrées dans la danse, parfois même automatiquement. Des localités où vous ne pensez pas que les gens devaient être dans la rue, vous voyez les gens envahissent la rue. C'est quand les photos, les photos et les vidéos commencent pas à circuler. Là-bas aussi, il y a aussi sorti. Donc, c'est une situation où tout le monde, la grande majorité est unanime par rapport à une équipe qui tient une situation, qui tient la force, qui tient le pays. Donc, c'est vrai que nulle part on ne peut résoudre une situation pareille sans compter aussi sur la diplomatie, sur les forces, n'est-ce pas, de l'adversaire extérieur, pas forcément de les forces extérieures. Je vais parler de tous ces chefs d'État, du monde diplomatique, tout ce que vous connaissez. Mais moi, je ne suis pas du tout qu'on parle d'enlisement. Pour le moment, on ne voit aucun enlisement venir. Et puis, à partir du moment où, à un moment donné, les gens ont pensé que c'était plaisantin. Quand ils vont se fatiguer, ça va s'essouffler. Ils ont tiré par terre. Ou bien, ceux qui boudent, c'est des gens qui ne voient qu'au bout de leur nez. Quand ils verront clair, ils vont s'arrêter. Ils ont tiré par terre. Je crois qu'ils vont commencer par être conscients que ce n'est pas une situation qui va finir tôt. Et que plus elle dure, plus c'est eux qui estiment avoir la force et l'argent. C'est eux qui sont en difficulté. Oui, parce que plus la crise là dure. À ses limites. Plus c'est les populations qui en souffrent également. Et cette semaine, on a vu la réaction des centrales syndicales. Excusez-moi, la réaction des centrales syndicales qui appelaient donc la classe politique à aller à un dialogue sincère. On va y revenir tout à l'heure. Je vais donner la parole à Fabrice Pékesi, puisque cette semaine, vous parlez justement de l'usure. L'usure au niveau de l'opposition. Est-ce qu'on ne s'achemine pas à un nouveau clap de fin de la lutte tel qu'engagé par l'opposition? Un nouvel échec? Oui, sauf que il faut qu'ils se ressaisissent au moins pour capitaliser les acquis. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un acquis depuis le mois de septembre. C'est-à-dire que même si le gouvernement avait déjà à plusieurs reprises introduit quand même des projets de loi sur la modification constitutionnelle, précisément à la question de la limitation de mandat, je crois qu'après les manifestations du 19 août, il y a quand même un acquis, celui de ramener le texte au Parlement. Au Parlement, on n'a pas eu l'occasion de le faire passer. Et on parle d'un référendum, mais je crois qu'il faut trouver une astuce pour qu'au moins on puisse avoir cet acquis-là et avant d'avancer sur d'autres questions. Parce qu'effectivement, vous allez voir, quand on le dit, moi j'ai toujours l'habitude de le dire que
pour une fois le gouvernement a bougé après une pression populaire. Sinon, et c'est vrai que les gens parlent des manifestations aujourd'hui, mais en 2012, moi je crois avoir vu pire que ça. Oui. Ah oui, moi je crois avoir vu pire que ce qui se passe aujourd'hui avec la mobilisation du CST à Décon pendant des jours où même a été obligé de recevoir à Javon et tout cela et autres. Moi je suis pas amnésique. Et c'est pour cela, à un moment donné, quand les choses avançaient, je me suis... Et à l'époque, c'était à une très belle saison, le printemps arabe, où la rue balayait pratiquement tout sur son terrain. Alors aujourd'hui, peut-être la particularité, c'est que la contestation a touché certaines parties du pays où on n'avait pas l'habitude de manifester. C'est juste la particularité. Sinon, l'intensité... Bon, maintenant, les situations d'enlisement qui peuvent amener les gens à grincer les dents. Bon, Abi disait tout à l'heure, c'est eux qui ont l'argent. Non, nous tous, nous en souffrons. Hein, parce que quand le pays est paralysé. Et puis là aussi, il faut chercher à savoir si ça aussi, ça permet de faire sortir le rat de son trou. Parce que quand vous prenez même le début des années démocratiques avec la grève générale illimitée, le pays était à terre, économiquement rien ne marchait, mais bon, et Adema était toujours resté chez lui jusqu'à un moment donné où il a repris la main. Et donc aujourd'hui, je crois que nous sommes dans une situation beaucoup plus moderne. On ne peut pas dire que rien n'a été fait par rapport à ce qui tient à cœur au Togolais, notamment à la limitation des mandats et le scrutin à 2 tours. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Quelque chose a été fait. Mais non, moi je crois qu'on peut le capitaliser. Et puis, pourquoi pas maintenir la pression de la rue comme un épée de Damoclès, où à chaque fois, comme un épouvantail, qu'on brandira à chaque fois le pouvoir. Mais lorsque les manifestations, au début, après le 19, les manifestations qui sont arrivées en septembre et tout cela, vous savez, quand on dit manifestation, les gens ne sortaient même plus. Oui. Mais aujourd'hui, les gens ont fini par briser cette peur-là. Et les manifestants manifestent au même moment où ceux qui ne manifestent pas vaquent à leur occupation. Et donc ça vous dit qu'il y a quelque chose qui a évolué. Qui a évolué. Et puis les manifestants eux-mêmes. Et puis surtout quand vous mettez ça dans une certaine chronologie. Ah bon, voilà, la chute est à portée de main. Aujourd'hui, toi et moi, on est d'accord que la rue... On a suivi un documentaire sur le Burkina, puisque les gens aimaient prendre cet exemple-là. Vous voyez qu'il y a certains ingrédients qu'on n'a pas ici. Ça aussi, il faut être réaliste. La société civile pour le reconnaître. Même pas la société civile. Mais quand vous voyez ceux qui sont allés balayer l'Assemblée nationale, il y avait une garde là-bas. Oui. Pourquoi elle a levé? Pourquoi elle a laissé les choses passer sans réagir et tout cela. Donc il y a certains éléments qui sautent aux yeux qu'on n'a pas ici. C'est pour cela moi je dis, on ne peut pas dire que ce qui a été fait a été inutile. Mais ce qui a été fait, on ne l'a pas encore, même s'il y a une promesse. Il faut le concrétiser et maintenant, au fur et à mesure, voir ce qu'on peut faire. Sinon, à l'allure où vont les choses, effectivement, on risque d'arriver à un moment donné parce qu'on met déjà la pression sur la classe politique avec les questions des élections. Oui. Et comme je le disais la dernière fois ici, moi je ne suis pas en train de voir l'ANC par exemple l'a déjà dit, ils ne sont pas inscrits, ils ne sont pas preneurs de la politique de la chaise vide. Les élections, ils iront. C'est pour cela en 2015, bien qu'ils estimaient que les conditions n'étaient pas réunies, ils sont allés. Et je ne pense pas que cette logique a changé. Et donc, à cette allure-là, moi, je crois qu'il faut faire de telle sorte que obtenir certaines choses et planifier la lutte d'une autre manière. Ferdinand Ité, sur cette question des dialogues qui sont annoncés, qui viennent toujours pas. Ça fait, je rappelle, que c'est début novembre que le communiqué du gouvernement annonçait les intentions du pouvoir à ouvrir les discussions. Et depuis lors, il n'y a pas de discussion. La coalition était la semaine dernière à Conakry puis à Accra pour faire la demande auprès du médiateur, le président guinéen Alpha Condé, qui l'a annoncé. Très heureux, lui, en tout cas, de pouvoir finalement régler ce problème avant son départ au niveau de l'Union africaine. On se rend compte que finalement, au jour le jour, il y a des choses qui sont promises, mais qui ne viennent toujours pas. Est-ce qu'on n'est pas en train finalement d'aller à un nouveau clap de fin de cette lutte telle qu'engagée depuis 6 mois maintenant? Je ne pense pas. Si échec il devait y avoir, ça ne peut être qu'un échec d'étape.
mais le problème restera entier. Si par exemple demain on décide d'organiser les élections et que certains y vont, ou qu'on décide de faire un référendum, vous convenez avec moi que le problème n'est pas résolu. Je suis désolé de le dire, le problème n'est pas résolu. C'est une illusion parfois de croire que un régime qui a fait 50 ans de l'avenir, c'est en cela que les partisans du régime se trompent. Un régime qui a fait 50 ans dans le contexte régional togolais où tous les jours on va célébrer une alternance quelque part. On va se réjouir d'une alternance quelque part dans une région où tous les pays connaissent de l'alternance. On va se réjouir d'une alternance quelque part. C'est une illusion de croire que un régime qui a fait 50 ans et qui refuse toute idée de réforme a de l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont là aujourd'hui, s'ils ne trouvent pas les moyens nécessaires de prendre le pouvoir, d'autres le feront. Ça peut être en interne du système, ça peut être en externe du système. C'est un truc, c'est un cours normal de l'histoire. Donc, c'est une illusion de croire qu'on veut gagner du temps. Donc, en réalité... Aujourd'hui, le sentiment, c'est ça, que le pouvoir de faire veut gagner du temps. Oui, c'est une erreur, parce qu'en réalité, le régime a intérêt aujourd'hui à discuter pour non seulement apaiser la situation, mais pour solder définitivement la question de l'alternance. Aujourd'hui, on n'est pas dans la logique Ils ne sont pas dans la logique. Et pourtant, ils ont annoncé. Dommage qu'ils ne sont pas dans cette logique parce que ils ont cru qu'avec le temps, ils vont reprendre le dessus et puis après, la coalition va s'éclater et puis ils vont s'installer. C'est une illusion. Moi, je le dis franchement, c'est une illusion de croire à ça. Parce que tous les chefs d'État qui ont parlé à M. Faure Gnassingbé depuis que la crise a commencé, certains aujourd'hui sont même ulcérés de parler encore du cas togolais parce que parce que les choses ne bougent pas. Vous savez que même dans les coulisses, il en est arrivé à même à des altercations avec certains chefs d'État. Dans cette affaire, à un moment donné, les gens disent mais écoutez, faites ce que vous voulez. Mais ça veut dire que demain, lorsque vous serez dans une grande difficulté, c'est tout le monde qui va vous lâcher. Aujourd'hui, il a une chance, c'est que il est président de la CEDEAO. Certains, par décence et par respect, ne veulent pas le brusquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, il a cette chance-là que certains ne veulent pas. Mais d'autres lui parlent ouvertement. Mais d'autres... Mais vous allez voir en juin, quand son mandat va passer, vous allez voir comment ça va être. Donc, je pense que c'est une illusion de chercher à gagner du temps. Il faut régler les problèmes dès maintenant. Maintenant, s'ils ne veulent pas régler les problèmes, parce qu'ils veulent tourner les autres en bourrique, ça va les rattraper. Si demain on affaiblit M. Fabre, ou on affaiblit Tchadam, ou on affaiblit je ne sais qui, mais il y aura quelqu'un qui va sortir. Parce que le pays ne peut pas continuer par être dans cette situation. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, sur la question que vous avez posée, c'est vrai qu'il y a eu quelques faux pas, même de la coalition, qui ont créé cette situation-là. L'enlisement qu'on est en train d'observer. Je ne sais pas si c'est de l'enlisement, mais qui ont fait qu'aujourd'hui, oui, parce que, au fait, moi quand je le dis, je le dis en faisant comprendre que ils avaient toute l'occasion de conclure cette lutte-là. Parce que quand vous prenez M. Faure Gnassingbé aujourd'hui, à l'intérieur du pays, il fait face à une forte contestation, au point qu'il est obligé d'utiliser l'armée pour mettre certaines villes en état de siège pour que ces villes ne manifestent pas. Donc à l'intérieur, c'est pas bon pour lui. À l'extérieur, sa diplomatie qui a été développée pendant des années a été balayée quelques jours par la diaspora, les manifestations, tout ça. Au point que, sur le plan international, sa crédibilité est entamée. Alors, quand vous avez un chef d'État qui est dans cette difficulté-là, dites-moi comment il va rebondir. Pendant que l'économie aussi est atteinte dans le pays. Et que tous les secteurs sont en train de tomber en lambeaux. Vous avez vu l'éducation, vous avez vu la santé, vous avez vu même dans certains ministères, les grèves, on les annonce de tous les côtés. Oui. Comment est-ce qu'on va remonter cette pente-là? Donc moi, je pense que à un moment donné, ce que les gens attendent de la coalition, c'est de leur dire comment est-ce qu'ils pensent. Ils pensent quel projet ils ont pour gérer le pays. C'est ça le fond. Le sentiment aujourd'hui, c'est que des gens ont réussi à mobiliser des populations, mais en réalité, derrière, il n'y a pas de projet. Parce qu'en fait, les populations, il faut rendre hommage aux Togolais. Les Togolais ont tout donné. Les populations ont tout donné. Il faut maintenant que la classe politique qui doit concrétiser la volonté de la population soit à la hauteur des enjeux. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous donner un exemple. Fabrice a dit quelque chose. Il y a un leader qui est allé chez le chef d'État de la région au temps fort de la crise, oui, dans la région, non, pas de la coalition, mais un des leaders. La première question qu'on lui a posée, ce que ce chef d'État lui a posé,
au temps fort, je crois que c'était en septembre, on lui pose la question, est-ce que vous avez le sentiment que du côté du pouvoir, certains sont prêts à faire défection pour lâcher le régime? Il a dit non, il n'a pas de signe. On lui demande, est-ce que vous avez le sentiment que dans l'armée, il y a des manœuvres où une partie de l'armée est prête à rallier le peuple? Le seul leader a dit non, et le chef d'État a dit, vous avez du chemin à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conditions qui doivent être réunies pour que le truc bascule, il y a ces conditions-là. Alors quel travail on fait pour y arriver? Vous voulez tourner quand même la page d'une dictature de 50 ans. Oui. C'est 50 ans. Ce n'est pas 10 ans. Même les régimes de 10 ans, quand on veut les tourner, c'est pas facile. 50 ans, ça veut dire 50 ans de relations, 50 ans de trésors de guerre, 50 ans de violation des droits de l'homme, 50 ans de, je ne sais pas, de tout ce que vous savez. Et donc, vous avez besoin non seulement de donner des gages à des gens, mais de faire même parfois des alliances contre nature. Des alliances contre nature? Oui, parfois, à un moment donné. Mais écoutez, au Burkina, si les gens n'avaient pas lâché Blaise, son système ne serait pas affaibli. Fabrice en faisant allusion. Son système ne serait pas affaibli. Et donc, il ne faut pas croire que ça va se passer aussi simplement que ça. Donc, je pense que les gens doivent se mettre dans une chambre, travailler, sortir des projets. De ce point de vue, il faut commencer par s'interroger sur la capacité même de cette opposition. Depuis 6 mois, elle n'a fait que bluffer finalement l'opinion. Abi Alpha, où vous tenez pour ce discours? Non, on ne bluffe que celui qui est dupe. Je ne crois pas que la population tougolaise soit dupe pour sortir à des millions près derrière environ 14 ou 15 leaders. Oui, on peut le dire parce qu'on n'a pas su quantifier. C'est ça qu'il s'agit. Je ne crois pas qu'ils sont les premiers à commencer. Les gens ont commencé avec eux. Mais nous sommes tous d'accord aussi que là où ils sont arrivés, personne n'est jamais arrivé là-bas par rapport à la lutte. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, je suis pas d'accord avec vous. Parce que le résultat, il est là. On veut tel résultat. On ne l'a pas atteint. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on soit content? On est d'accord que là où la lutte est arrivée, aucun mouvement de force n'est arrivé là-bas. Est-ce que c'est ça l'objectif de la population? S'il vous plaît, mais la chute de quelqu'un, c'est un processus. Pour bien se coucher, on s'assoit d'abord, n'est-ce pas? Quand tu étais couché et tout d'un coup, mais c'est que tu es tombé. Donc moi je pense, s'il vous plaît, moi je pense que mais tout le monde voit, ce n'est pas à moi de Fania Singh est parti parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on est revenu? Je dis bien que le départ d'un régime, Ferdinand est en train de lui dire que c'est un régime cinquantenaire. C'est un régime cinquantenaire. Ça c'est clair. Même à côté, Kampore qui n'a fait que 30, je ne sais pas, 37 ans, vous avez vu comment les ingrédients dont les gens ont eu besoin pour, n'est-ce pas, le faire partir. Je sais que vous comprenez. Vous avez vu comment, en 20 ans seulement du régime, au niveau de Djamé, ce qui s'est passé. Donc, moi, je pense que je ne dis pas que tous ceux qui portent actuellement cette liste, c'est des anges qui n'ont pas d'erreurs sur leur parcours. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous sommes des journalistes, dans nos analyses, comme on le relève, bon, vous aurez dû faire ça, ça pourrait donner ceci, et puis on les, puisque actuellement, les conditions, actuellement, ta rédaction là, si d'ici 5 ans, ce n'est pas le même régime, peut-être que ça ne serait pas la même rédaction, tu seras, peut-être que toi-même, tu n'auras pas besoin d'être un animateur, tu auras un grand groupe de presse où c'est toi qui vas gérer tes journalistes. Donc, tout le monde rêve de devenir quelque chose, mais quand les gens prennent une situation en otage, parce qu'ils ont actuellement, qu'est-ce qui reste à Fania Singh? Entre-temps, quand vous dites que où est-ce qu'on est arrivé, entre-temps, quand c'est chaud, il y a des villes comme Kara, comme Tchamba, il y a des villes où le régime mobilise. Ils n'ont pas besoin d'aller donner l'argent aux gens. Ils arrivent, la fibre patriotique marche, Kara, les gens sortent. Et dans certaines localités, je n'ai donné que quelques exemples, et on appelle ça les fiefs du système. Est-ce que ça existe encore? Oui, mais ça existe. Entre nous. Mais on a vu des manifestations à Tchamba. À Kara, on a marché. Oui, mais Abi, on a vu sur la télévision tourlaise. À Kara, on a vu. À Tchamba, on a vu. À Kara, ils ont marché, sauf que ça s'est terminé dans les gaz lacrymogènes. Un parti qui dirige le Togo. Non, à Lomé, on voit aussi des manifs qui finissent dans le RPT UNIR qui a appelé, ce n'était pas une marche de la coalition. Comment? Le RPT, quand même entre nous, le RPT UNIR appelle une marche qui finit par les gaz dans son fief supposé, ça fait problème. Ça, si vous ne voyez pas ça, en tout cas moi je vois. Donc moi je pense d'accord. On ne peut pas dire que rien n'a bougé.
tout en reconnaissant que... Oui, mais Abi, excusez-moi, oui. Mais quand on parle de l'objectif final, excusez-moi de vous interrompre, mais l'objectif final, c'était quoi? Fabrice le disait tout à l'heure, mais qui est bien sorti, c'est le retour à la Constitution de 92. S'il vous plaît, la politique, ce n'est pas de la mathématique. Je dis bien que c'est un processus qui ne vient pas comme ça. Tout le monde est d'accord, j'ai dit au début que tout le monde est d'accord que là où la lutte est arrivée, elle n'est jamais arrivée là-bas. Fort Yestingmen n'a jamais été autant lâché. Entre-temps, quand même, ce n'est pas dans cette chaîne supposée, même à Lomé ici, quand on sort l'argent, les gens sortent. Actuellement, les gens ont sorti 5 000, ça ne marchait pas. Les derniers marchés à Lomé, c'est 10 millions donnés. Les gens ne sont pas venus. Quel jour tu as vu le RPT unir marché avec les fourgonnettes de femmes milk qui les accompagnent pour que les gens boivent au pata? Ça se passe comme ça. Ça se passe. C'est comme ça. Quand il manque, s'il vous plaît. Non. Laissez que je monte et quelqu'un va me contredire. C'est comme ça que ça se passe dans le quartier Forever. Derrière l'ancien Sazof, il y a toujours une fourgonnette de femmes milk qui est là-bas pour, n'est-ce pas? C'est un régiment de soutien et d'appui. Les gens sont arrivés à m'amener les 10 000 là. Après cette marche-là, ça n'a plus lieu. Donc, ce n'est pas ça l'important. S'il vous plaît. C'est pas ça l'important. S'il vous plaît. Abi, finissez dans la parole là. Tu es une fois allé à la chasse. La chasse dans la brousse. C'est-à-dire débusquer un animal. Vous me posez la question? Oui, débusquer un animal, le poursuivre jusqu'à l'abattre. Bien sûr. Tu penses que... Mais moi, je me permets de comparer le système à un animal féroce qui a fait longtemps seul dans la brousse et à un moment donné il a été débusqué. D'abord, la forêt, c'est ça, il est dans son biotope. Dans son biotope, voilà. Le chasseur, c'est lui qui est l'intrus, qui est venu, qui doit, n'est-ce pas, affronter cette difficulté dans laquelle l'animal était déjà à l'aise. Mais si, il faut aller vivre un peu, aller voir l'Amazonie sauvage et voir comment on abat les grands animaux. Prochainement, j'irai voir ce côté. Fabrice Pétési. Moi, je suis journaliste et je vois les choses sur le terrain. Il y a certains éléments sur lesquels que je n'aime pas utiliser pour en faire un baromètre de qui est populaire, qui est cette histoire de marche, que ce soit à côté de l'opposition où chacun crie que tout le peuple est sorti et tout cela, c'est du pipeau. La dernière fois, la preuve, c'est quand les deux partis sont sortis pour marcher, on a constaté que les Togolais qui sont restés à la maison, qui vaquaient à leur copie, ils étaient plus nombreux. Donc, cette histoire de marche comme baromètre là, il dit bon qu'on paye les gens et autres. Mais les marches du PNP, on voit aussi les gens convoyer des titans pour rallier la ville. Donc, est-ce qu'on va dire que... D'où? Ça vient d'où? Ça vient d'un quartier de la ville vers un autre quartier. C'est de la même manière pour unir. C'est de la même manière. Unir, on va dans la brousse pour transporter les gens. Unir, on va dans les fleurs. Ce sont des Togolais qui sont dans la brousse. Le meeting du PNP au stade d'Agoignivé. Les gens sont arrivés de Sokodé, Bafilo, Anié. Abi ne va pas me contredire ça ici. Mais on n'a pas trouvé ça. Puisque généralement, on ne prend que celui qu'on connaît. Si Unir donne 20 000 à Abi, il va aller marcher. Il ne va pas aller marcher. Non, parce qu'avant de marcher pour quelqu'un, il faut au moins un minimum de conviction. De conviction d'abord. On a une conviction et puis on te motive. Ça peut aller. Mais ce n'est pas dit que si on donne 5 000 à n'importe qui, tout le monde va marcher. Donc aujourd'hui, l'opposition a mobilisé, le parti au pouvoir a mobilisé. Donc quittons ce terrain. Très bien. Maintenant, allons dans le concret. Bon, Abi nous dit qu'ils ont atteint un niveau qu'on n'a jamais été. Moi, j'ai donné l'exemple de 2012 ici. Pendant 3 jours successifs. À Lomé seulement. 2012 à Lomé seulement. Oui, je l'ai dit ici. Aujourd'hui, la particularité, c'est qu'il y avait les coins de l'intérieur qui ne bougeaient pas. C'est toute la particularité. Sinon, les gens ont fait. Et généralement, la capitale, c'est une référence et autres. Et donc, aujourd'hui, on aurait parlé d'acquis. Si déjà dès septembre, lorsque le gouvernement a lâché le fait que, et ça aussi c'est pas la première fois, parce que même quand en 2012 ça a été fait, la question est venue sur le terrain, et avant même le départ de Fagna Singbe, la limitation de mandat, c'est venu sur le terrain, et puisqu'on était dans l'euphorie du printemps arabe, on a dit non, que c'est trop tard, il faut quitter. Après ils ont envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale. Les députés d'Unir ont fait leur ce n'est pas passé. Et aujourd'hui, après les 19, ils ont encore introduit. Bon, moi j'estime qu'on aurait pu avoir cet acquis-là, comme il dirait aujourd'hui quelque chose. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, pour qu'on dise que j'estime que cette lutte-là n'a pas été inutile, parce qu'au moins dans des circonstances, le gouvernement a réagi en introduisant un projet de loi. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Au moins qu'on ait ça pour qu'on dise que ça n'a pas été inutile. Parce qu'à la lueur où vont les choses aujourd'hui, à un moment donné, les gens ont refusé aussi
Là, ils ont refusé le dialogue. Ils ont dit que s'il y a dialogue, c'est pour négocier le départ du chef de l'État. Alors aujourd'hui, est-ce qu'ils sont dans cette position de force? Non. Maintenant, en ce qui concerne Faure Gnassingbé, je ne pense pas, même s'il a envie de s'éterniser au pouvoir, il n'est pas un immortel. D'accord. Le Fabrice, Togo n'est pas le premier à avoir expérimenté. Oui. Le Sénégal l'a eu. Il y a eu des marches, il y a eu des morts. Wade est allé aux élections, on l'a battu. Bien sûr. On va me dire on va marquer une pause. On se retrouve juste après dans 2 minutes pour la suite de Taxi Presse. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Retour en studio pour la seconde partie de Taxi Presse ce matin. Abi Alpha Isotou du journal Le Rendez-vous, Fabrice Petiesi du journal Le Libéral et Fergina Haïté du journal L'Alternative. Fabrice, cette semaine, au-delà des hommes d'affaires entre-temps qui se sont plaints, on peut le dire aussi ainsi, au niveau de, au niveau de la primature, parce qu'il y a eu une rencontre de le chef du gouvernement et les hommes d'affaires entre-temps, ils se sont plaints de la situation politique qui a des conséquences sur l'économie du Togo et sur leurs affaires. Et on a vu cette semaine les centrales syndicales qui ont appelé les deux parties à des discussions sincères pour une sortie de crise rapide. Oui, mais je crois que aujourd'hui on n'attend que ça pour essayer de voir le bout du tunnel, notamment ce dialogue qui est annoncé et qui finalement n'a pas lieu. Bon, j'estime que dans les coulisses il y a quelque chose qui est en train d'être fait, parce qu'on a l'impression qu'il y a une certaine arrogance dans les deux camps. Le dialogue a été annoncé, le Premier ministre a commencé des consultations, l'a envoyé chier. Je crois que il doit avoir gardé une rancune pour ça, puisque maintenant que l'opposition est revenue et veut vraiment ce dialogue-là, on a l'impression que le pouvoir aussi les envoie chier. Bon, je crois que finalement ils reviendront pour trouver d'un commun accord une date pour pouvoir asseoir faire ces assises, avoir ce dialogue-là et poser les problèmes qui sont quand même préoccupants, qui sont les problèmes les plus préoccupants de l'heure. Parce que quand vous voyez les choses, ils sont revenus du périple sous-régional avec une date. Oui. Alors finalement, c'est passé. Qu'est-ce qui a fait et que ça n'a pas eu lieu? Oui, c'est la preuve que ceux qui contestaient le fait que le gouvernement soit à l'initiative du dialogue, c'est la preuve. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments sur lesquels il ne faut même pas tirailler les gars. C'est pour cela parfois quand les gens font un débat autour de s'il y a crise ou pas, effectivement il y a débat, puisqu'il y a des institutions qui continuent de fonctionner. On n'est pas dans une situation où bon voilà, le chef de l'État a pris ses jambes à son cou, le Parlement est dissous, il n'y a plus rien, ou bon on cherche comme ça un médiateur pour essayer de replacer les choses. Les gens sont à leur poste, ils font leur travail. Donc aujourd'hui c'est une preuve pour leur dire que tant que ça ne viendra pas de nous, soyez sûrs que rien ne sera fait. La date a été annoncée, on est venu. Le gouvernement ne s'est même pas prononcé pour dire je suis d'accord pour la date, oui ou non. En tout cas, moi, je n'ai pas eu ce son de cloche-là. Donc, ça voudrait dire que les médiateurs, quelle que soit sa trempe, n'imposera jamais diplomatiquement, même ça ne passera pas. Il n'imposera jamais rien à un pouvoir qui est en place. C'est pour ça que j'ai dit, à moins qu'on soit dans une situation où tout le monde a pris ses jambes et il n'y a plus rien, les institutions ne fonctionnent plus. Là, dans ce cas de figure, oui. Mais tant que les institutions continuent de fonctionner, ça va être difficile de mettre plus ou moins, que le gouvernement se fasse petit devant un médiateur, quelles que soient ses origines. Alors, c'est une situation où, moi je crois que peu importe celui qui convoque ce dialogue-là ou les préalables, il faut y aller voir. On doit forcément savoir de quoi allons-nous discuter, l'ordre du jour et tout cela. Alors, on a annoncé une mission. Les Ghanéens devraient arriver à Lomé depuis 2 jours, ou depuis hier, je ne sais pas trop. Mais bon, ce qui est sûr, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas encore là. Ils ne sont pas encore là. Des gens ont dit qu'ils étaient là. Non, ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas encore là. Ils sont annoncés. Et je ne sais pas si du côté du Togo, on attend
on attend le sommet de l'UA d'abord parce que il y a des imbrications, c'est-à-dire que il faut pas se tromper, il y a des imbrications. Ce matin, vous parlez de sommet, Paul Kagame qui peut aussi rentrer en jeu. Ouais, le sommet commence ce week-end. Samedi ça finit, non ça commence dimanche, ça finit lundi, et donc Alpha Condé va passer le témoin à Paul Kagame. Et ça rejoint une situation qu'on avait déjà évoquée en mettant les leaders en garde, en disant faites attention, on est en train de vous mener en bateau. Et on y est parce que au fond, quand vous faites toute l'analyse de ce qui s'est passé avec les histoires de Condé, ça a perdu du temps à qui? À la coalition, sans jamais résoudre aucun problème. Et celui qui devait déblayer le terrain pour que son homologue du Ghana puisse prendre la relève n'a jamais réussi à déblayer le terrain. Jusqu'au point où aujourd'hui, il va passer le témoin au Rwandais. Qu'est-ce que le Rwandais lui va faire? Est-ce que on va dire bon, Alpha Condé sera toujours en jeu, ou bien lorsque le témoin va passer au Rwanda, c'est le Rwandais qui rentre en jeu et lui va dire attendez, je ne me suis pas encore assis, je vais m'asseoir d'abord pour venir voir votre problème. Donc il y a quelque chose qui n'a pas marché à un moment donné. Vous voyez, et qui met en difficulté aussi les Ghanéens. Parce que dans ce qui s'est passé, le Ghana, lui, a eu le quitus des chefs d'État de la CEDEAO lors du sommet au Niger. J'ai été étonné qu'à un moment donné, revenant d'une réunion à Abuja, un ministre allait dire qu'il n'y a jamais eu de quitus pour venir servir de médiateur ici. Oui. Tout le monde sait qu'il y a eu une réunion au Niger, on a désigné le Ghanéen pour suivre le dossier. Et donc, le Ghanéen était beaucoup plus sous pression parce que lorsqu'il a été désigné par ses pairs, il doit leur rendre compte. Or, Alpha Condé a été introduit dans le jeu par Faure Gnassingbé. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Par Faure Gnassingbé, qui allait le solliciter. On ne sait pas ce qu'ils ont conclu ensemble pour que lui rentre dans le jeu. Ce qui fait que la démarche de Alpha Condé a toujours été une démarche qui a plombé la médiation ghanéenne ou qui a retardé la médiation ghanéenne. Jusqu'au jour où aujourd'hui, lui, il n'a rien résolu. Et il était même étonné que lorsque les leaders sont allés qu'on continue d'arrêter les gens. C'est quel facilitateur qui est là, qui ne sait pas qu'on attrape les gens. Et que bon, que c'est pas normal qu'on attrape les gens. Et il n'a réussi à libérer personne jusqu'à ce que bon, on passe le témoin à un autre. Donc, je pense que, moi, je continue de le dire, que quand on est dans le contexte comme celui du Togo, où les contestations continuent et que vous avez une mobilisation qui va au-delà des frontières et qu'il y a des problèmes de fond qui sont posés, vouloir gagner du temps, c'est de creuser sa propre tombe. Un jour de plus est un jour fatal. Donc, incontestablement, le régime va s'écrouler un jour ou un autre. Que ce soit sous l'action de ceux qui sont là ou sous l'action d'autres facteurs. Donc, ils ont intérêt aujourd'hui à trouver des moyens pour essayer de sortir par la grande porte. Au-delà de tout ça, la coalition aussi doit chercher ce qui leur manque en termes de stratégie pour prendre le pouvoir. Parce que pour moi, oui, parce que pour moi, le pouvoir est à terre. Le pouvoir est à terre, mais encore aujourd'hui? Oui, mais personne ne vous permettra de le prendre tant que vous ne rassurez pas les gens. Et quand je parle de rassurer les gens, ce n'est pas seulement au Togo. Il y a des intérêts, on a des voisins, il y a des problèmes de stabilité, il y a des questions importantes comme la question de l'armée. Comment vous allez résoudre tous ces genres de choses? On vous attend sur ce point-là. On vous attend. Il y a un homme politique togolais qui n'est pas sur le terrain, mais qui a été un ancien homme politique français aussi, donc vous pouvez imaginer de qui je parle, qui a été récemment reçu par un haut responsable français, des plus grandes sommités. Bon, je ne veux pas donner trop de détails. On lui a juste posé deux questions. Quel est le projet que vous avez à l'heure actuelle pour piloter l'après-régime? Oui. On lui a posé cette question. On lui a ajouté une seconde question qui est la plus principale. Mais vous parlez de transition. La question était un peu, mais c'est une question vraiment qui choque, mais qui a son sens. On lui a posé la question toute drue. Combien de jours vous donnez à vivre à celui qui va piloter la transition si cette personne n'a pas la même issue sur l'armée? Tout le problème est là. Combien de jours vous donnez à vivre à celui qui va piloter la transition si cette personne n'a pas la même issue sur l'armée? Tout le problème est là. Donc,
C'est pour ça que les gens doivent s'enfermer pour travailler et sortir D'accord. un projet de transition qui montre aux gens que, mais écoutez, si demain on acte le départ de ce régime, le pays ne va pas basculer. D'accord, on va aborder, toujours on reste un petit peu sur la politique, hein, et on aborde le cas de Winir. C'est vrai que cette semaine, c'était mardi, le parti de Faure Gnassingbé était de nouveau en congrès. Vous savez que depuis le congrès de Tchévier, il y a les instances du parti qui ont commencé par être mises en place véritablement. Les jeunes, les femmes. Aujourd'hui, on parle des sages. Vous en avez parlé, on donne la parole à Abi Alpha, vous permettez Abi, que ce soit Fabrice qui lance le débat puisqu'il a écrit sur le sujet. Et les femmes, la jeunesse, les sages, c'est les trois piliers sur lesquels Unir se repose aujourd'hui. Oui, vous savez que Unir depuis sa naissance, depuis 5 ans, en tout cas beaucoup quand même étaient d'accord pour dire que c'est un parti dont le fonctionnement surprenait un peu. D'abord, ça a commencé par un bureau provisoire intérimaire qui est resté pendant 5 ans. Et donc après, ils sont allés à un congrès, et ce congrès, on a compris quand même que par rapport aux enjeux, ils voulaient un nouveau départ. Et puisque même à un moment donné, on ne savait pas c'est qui l'interlocuteur, à part le chef de l'État qui est là comme président de la République, donc qui est au-dessus. Il y avait un bureau provisoire qui avait été mis en place. Il y avait un bureau provisoire, mais on avait des difficultés lorsqu'on cherchait un interlocuteur. Oui, c'est vrai. Du parti Unir, on avait des difficultés à savoir vraiment qui tenir et qui... Surtout pour nous la presse, hein, à qui s'adresser. Bien évidemment. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ils ont mis à contribution toutes ces critiques-là, et à partir du congrès de Tchévier, ils se sont quand même lancés sur d'autres chantiers. Donc, ils ont mis... vous saviez qu'il y avait aussi une certaine guerre des clans. Ça aussi, c'était une réalité. Parce que après la naissance d'Unir, il y avait... un truc de femmes où toutes les femmes ne se retrouvaient pas là-dedans, mais aujourd'hui c'est formalisé de sorte que toutes les femmes unies se retrouvent dans un mouvement. Il y avait également beaucoup d'associations qui avaient l'habitude d'accompagner le chef de l'État. Le chef de l'État même pendant les élections et tout cela. Et donc aujourd'hui je crois que tout ça là est mis sous éteignoir ou complètement abandonné. On ne raisonnera plus par le mouvement des jeunes qui a été créé, et donc maintenant c'est la ville de Kara qui a accueilli un autre mouvement où on parle mouvement des sages. du mouvement des sages, parce que vous savez que quand vous prenez le parti Unir, c'est un peu complexe pour ce parti dans la mesure où c'est un parti né des cendres du rassemblement du peuple togolais. Donc il s'agissait pour celui qui l'a créé, notamment le chef de l'État, d'arriver à conserver ce qu'il avait du rassemblement du peuple togolais et faire venir les autres. La mayonnaise, ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si maintenant le mélange est bon, mais on a compris qu'il y avait toujours eu, lui-même l'a dit au congrès d'Unir en présence des militants et des journalistes, où il disait que il faut du nouveau quand même, il faut accepter que les gens rentrent pour que ça se renouvelle. Donc il y avait ceux qui venaient d'arriver, qu'on qualifiait d'amis du chef de l'État, de parvenus, d'arrivistes, et puis les anciens qui étaient là. Et donc je crois qu'aujourd'hui, stratégiquement, ce mouvement des sages là permet quand même de régler un petit problème. Ça dit qu'on est en train de caser les anciens du rassemblement du peuple togolais. Oui, parce que c'est compliqué dans la mesure où à chaque fois les gens ont l'impression qu'on les laisse sur le carreau, ils boutent. Donc peut-être c'est une manière de dire aux uns aux autres qu'on fait avec tout le monde. Et bon, vous avez vu les dinosaures, ou du moins du rassemblement du peuple togolais, qui sont en force puisqu'ils sont les plus vieux naturellement, et autres. Donc bon, je crois qu'aujourd'hui, j'espère qu'avec cette stratégie, le parti retrouvera son équilibre, parce que une marmite ne peut que se poser sur 3 pierres. Et bien sûr. Les femmes, les jeunes, les sages. Je crois que c'est fait de telle sorte qu'il ne puisse pas avoir de conflit. Très bien. Abi Alpha, quel est votre avis sur ce mouvement des sages? On peut parler de retour aux affaires finalement des vieux, des barons du rassemblement du peuple togolais en réalité? Bon, je crois que dans toute communauté, dans toute société organisée, les sages a toujours joué son rôle. Sauf qu'on nous a appris à savoir que souvent on va vers les sages. Les sages ne viennent pas vers vous, vous allez vers les sages. Quand vous avez un sage dans les quartiers ici, vous savez que celui-ci
c'est un grand monument de la presse, il a fait beaucoup la radio, c'est à ta rédaction et à toi de temps en temps de faire des clins d'œil pour voir, ah papa, c'est pour voir si vous êtes là, c'est juste pour un bonsoir. Entre un bonsoir et un bonjour, tu trouves quelques sciences que tu n'avais pas forcément sur les bancs de l'université. Donc souvent on va vers les sages, on ne réunit pas les sages comme dans une salle de théâtre pour, n'est-ce pas, faire du cinéma. Moi je pense que c'est Machiavel qui disait que les bons avis, d'où qu'ils viennent, doivent provenir du prince. Donc de la sagesse du prince, les bons avis, d'où qu'ils viennent, doivent venir de la sagesse du prince. Donc si c'est la sagesse du prince qui a réuni les gens là-bas, l'âge du prince et son parcours, ses chefs-d'œuvre par rapport à nos réalités, si c'est lui son avis qui doit réunir les gens là-bas, moi je pense que c'est un parti qui a échoué d'avance. Bon, les gens se sont réunis, sauf que parmi les têtes qui sont réunies là-bas, il y a des gens qui ont laissé des tristes souvenirs aux Togolais. J'ai vu des gens là-bas c'est eux qui ont mis à genoux l'extraction du phosphate. C'est eux qui sont débrouillés pour vendre l'argile et trouver crédit. J'ai vu des gens là-bas qui ont été responsables là-bas, ils sont sortis, ils ont acheté toutes les stations d'essence de la République. J'ai vu les gens là-bas, c'est eux qui ont reçu des dons pour distribuer Fata, ils en ont fait des fonds de commerce. Bon, quand tu revois un peu le palmarès de tout ce qu'on appelle sage là-bas, c'est vrai, tout le monde n'est pas forcément n'a pas géré la même chose. Les scandales, ça varie d'un individu à l'autre. Il y a des gens là-bas qui n'ont jamais été touchés par un scandale, mais la façon dont ça s'est passé, les conditions dans lesquelles ça se passe, moi, ça me fait un peu rigoler derrière leur sagesse, quoi. D'accord, très bien. Ferdinand, quel est votre avis sur ce nouveau mouvement au niveau de l'UNIR? C'est vrai qu'on peut parler du retour aux affaires des barons. D'ailleurs, le confrère, je pense, L'éveil de la Nation ce matin a fait un titre du genre « La vieille garde se met en ordre de bataille ». Est-ce qu'on peut aussi évoquer l'échec de la jeunesse ou de ces nouveaux venus qui venaient pour soutenir le président Faure Gnassingbé à son avènement au Togo? Bon, moi je crois que c'est un parti qui met en place ces organes. Si vous avez la chance d'avoir fait les partis politiques, vous savez que dans chaque parti politique, il y a les mouvements des jeunes, les mouvements des femmes, les bureaux d'honneur, les bureaux de ceci, tout ça. Je crois qu'ils sont en train de compléter leurs organes qu'ils n'ont pas pu mettre pendant le congrès. Maintenant, on peut aller au-delà de ce constat pour faire une analyse en disant que depuis que le système est là, avec Faure Gnassingbé, il y a eu des volontés de se débarrasser de l'ancien parti RPT et de créer un nouveau parti, sauf que ça n'a pas marché. Donc les deux courants régulièrement se tiraillent et donc peut-être qu'on veut calmer les gens, et donc en créant un cadre pour eux, ça ressemble beaucoup plus à une maison de retraite pour des personnes qui ont servi le régime. Donc une maison de retraite, peut-être que des gens auront quelques avantages. Et ce qui m'a un peu choqué, c'est le fait que ces sages-là, ou soi-disant sages, ont voulu donner des leçons aux autres en disant oui, vous regardez, nous on est des sages, si les autres aussi avaient des structures comme nous, il y aura des choses qu'ils devaient conseiller à leurs jeunes, ne devaient pas avoir ci, devaient avoir ça. Sauf que ces gens-là ne sont pas des références, comme Abi vient de le dire. J'ai vu ce congrès, ou c'est pas cette réunion présidée par quelqu'un comme Ogamo Bagnan. Oui. À son âge, il devait être tranquillement à sa retraite. Ce monsieur, on sait tout son parcours, tous les dégâts qu'il a fait lorsqu'il a géré toutes les sociétés d'État. Il est l'un aujourd'hui des plus grands milliardaires du Togo, qui a investi un peu partout, à Monaco, qui a des vignerons, qui a des trucs partout. Ah oui? Ah oui, mais si, qui a investi en Allemagne un peu partout, alors que ce monsieur, au départ, n'était qu'un instituteur. Il n'a jamais été héritier ou créé une usine quelque part. Donc, il s'est enrichi dans la gestion des entreprises de l'État. Et aujourd'hui, à son âge, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour ramener leurs enfants, pour prendre leur place. Et ce sont certains de leurs enfants qui ont pris les marchés récemment pour l'Internet. Vous voyez? Et donc, il y a les générations. Oui, c'est eux. C'est son enfant, c'est son fils. Et ils ont aussi des sociétés qui ont des contrats à l'aéroport avec la START et tout ça. Donc ces gens ont toujours des intérêts dans le système, alors que tout l'argent qu'ils ont amassé n'a même pas servi dans leur localité à rendre les gens heureux. Donc ça c'est un cas. Vous prenez Kwasi Cloutier qui a bouffé l'argent des gens de comment appelle-t-on?
affiché. IDH. Ah, IDH. IDH, s'il te plaît, Abi. Pardon. Qui a bouffé l'argent des gens de IDH. Ce problème n'a jamais été résolu jusqu'à ce jour. Il y a des gens qui ont géré des ministères dans ce pays où on a donné des moustiquaires qui ont disparu. On n'a jamais géré ces problèmes. Et donc ces gens viennent. Ces gens viennent. Été expliqué, hein. Ouais, ces gens viennent aujourd'hui pour nous dire que. Ces gens viennent aujourd'hui pour nous dire que mais ils sont des sages. Mais leur sagesse, on aurait pu la voir lorsqu'ils étaient aux affaires. Comment ils ont entretenu le pays, comment ils ont développé leur localité, comment ils ont aidé les jeunes. Mais ils n'ont rien fait de tout ça. Ils ont plutôt pillé le pays et ils viennent aujourd'hui dire qu'ils sont des sages. Je pense qu'on a créé une maison de retraite pour calmer des gens. Ils auront quelques avantages et puis bon, ils vont se calmer. On va leur dire, vous êtes aussi dedans, il n'y a pas de problème. Donc c'est tout, sinon il n'y a rien de plus. Fabrice, parce que Oui, bon, il y a une jeunesse quand même qui est autour du président Faure Gnassingbé qui travaille. C'est vrai qu'au départ, à la création du NIR, il y a eu des mécontents parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas lâcher le Rassemblement du peuple togolais RPT. Aujourd'hui, une façon aussi de les calmer, comme Ferdinand dit. Oui, une maison de retraite. Non, pas peut-être une maison de C'est retraite. pourri. Ça, ouais. Non, moi je voulais dire si c'était. Une maison confortable d'ailleurs. Si c'était une maison de retraite, ça serait d'ailleurs intéressant. Moi, c'est pas des gens. Moi, je vois là des vieux pleins d'avenir, hein, pour rigoler. Parce qu'il y a un peu ce qu'on appelle les papis flingueurs. Enfin, c'est les faiseurs de rois. Et aujourd'hui, et très souvent, tous ces jeunes-là qui sont arrivés et qui ont tout de suite affiché une intention de vouloir s'enrichir, un changement brusque et immédiat sans tenir compte de ces papis-là ont toujours été confrontés à un certain échec. Donc je crois qu'après, aujourd'hui, le chef de l'État lui-même a compris qu'en réalité, c'est pas des gens, on ne peut pas s'en débarrasser aussi facilement comme cela. Donc il faut les organiser. Ils peuvent être utiles à quelque chose, il faudra juste les organiser. Et j'espère qu'ils vont vraiment jouer leur rôle de sages avec de bons conseils pour les jeunes qu'on lance aujourd'hui. Parce que si au même moment ils entrent en concurrence avec les jeunes dans des discours du genre vous ne connaissez rien, vous n'êtes pas expérimenté, je crois qu'il faut avoir des années également pour être expérimenté. Mais on ne pouvait pas non plus les balayer comme cela parce que, comme on l'a dit, pardon, ils étaient là, ils ont vu les gens arriver et très souvent c'est pas facile aussi de voir les gens arriver et puis bon, c'est vrai que certains jeunes aussi sont animés d'une certaine arrogance et vous avez vu à un moment donné et ils vous prouvent qu'ils sont encore là quoi, même dans leur maison de retraite ils vous font une petite démonstration pour vous prouver qu'en réalité ils peuvent vous... Donc c'est pour cela que je dis l'appellation est bien trouvée, même s'ils ne sont pas sages. Je crois que c'est un lourd fardeau qu'on leur a mis sur la tête. Comportez-vous comme des sages. Et généralement les sages se taisent, ils regardent faire et puis après ils appellent, ils conseillent, ils disent voilà ça doit... En fait ils ne doivent pas être actifs sur le terrain. Mais c'est vrai que quand vous prenez dans ce lot-là, il y a des gens qui n'ont pas occupé, qui étaient dans le secteur privé. Hein. Quand je prends quelqu'un comme Akerebourou, je ne sais pas si c'est en fonction. L'avocat ? Oui, je crois qu'il fait il est avocat, oui, il fait partie. Oui, donc lui, il n'a pas géré, enfin, c'était pas un fonctionnaire, il n'a pas géré. On ne le savait pas unir. Oui, si. Moi, si. Oui, non, bon. Si. Oui, avocat de... Cher. La synergie des hommes d'affaires de quoi oui. tout ça, ça c'est des appendices. C'est ça. Ah, d'accord. Mais lui, comme ça, c'est pas le RPT, il n'était pas du RPT, à ce que je sache, parce que c'était un avocat défenseur des droits de l'homme et autres. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, tout ce qu'il faut dire, c'est qu'il puisse être utile à la nouvelle génération. Il ne faudrait pas qu'il entre en concurrence avec les jeunes. Il faudra plutôt soutenir ces jeunes-là qu'on lance et que ces jeunes-là aussi n'affichent pas une certaine arrogance parce qu'en réalité, c'est des gens qui sont bien enracinés, quoi. Il vaut mieux les avoir avec soi que de les avoir contre soi. Abi Alpha, oui, allez-y. Il y a un écrivain qui dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Oui. C'est-à-dire si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Pour conclure que la jeunesse a de l'énergie,
Mais la sagesse, le savoir, le parcours, c'est-à-dire n'ont pas encore cumulé beaucoup de choses. La vieillesse est fatiguée, mais ils ont cumulé. Maintenant, cette vieillesse qui a cumulé, mais qui n'a pas l'énergie pour aller sur le terrain, comme le démontre le confrère, comment la jeunesse doit faire pour profiter de cette vieillesse? Actuellement, peu avant qu'on arrive sur cette thématique, on a traversé, on était en train de faire plus ou moins le point par rapport à là où on est, que ce soit du côté de l'opposition, bien du régime en place, là où on est arrivé actuellement. Quel bilan eux-mêmes ils font de leur sagesse? C'est-à-dire là où le régime est arrivé actuellement, par rapport à l'état du pays, l'économie, là où l'économie est arrivée, les crises sociopolitiques, eux-mêmes, quel bilan ils font de leur sagesse? C'est la question que je voudrais reposer, quoi. D'accord. Bon, on vous donnera l'occasion une autre fois de leur poser la question. Non, il faut les inviter. Il faut les inviter ici. Les inviter, bon, d'accord, très bien. Vous me donnez une idée. On va les inviter prochainement. Il aime les micros. Oui, c'est vrai. Il est prolixe. Prolixe, il parle beaucoup. Il parle bien aussi. Il écrit aussi les livres. Il écrit aussi le livre. Ministre pour Yadéban. Avec Yadéban. Alors, vous savez, il y a une semaine, le ministère de la Sécurité a fait un bilan macabre quand même des accidents de route. On s'est rendu compte que 2017 a été aussi une année éprouvante, une année qui a tué plus de Togolais sur les routes, 580 morts. Fabrice, c'est quand même énorme. Hein? À qui la faute? Oui, je crois qu'ils ont également dans ce rapport listé les causes de ces accidents-là. Il y a plusieurs causes, mais parmi les causes, il y a une quand même sur laquelle nous on a mis un accent dans notre parution de lundi, c'est-à-dire que sur les plus de 500 morts, 60% sont imputables aux motos, c'est-à-dire aux engins à deux roues. Je crois que ça, c'est préoccupant parce qu'effectivement, quand vous regardez dans la circulation aujourd'hui, la circulation à Lomé est très compliquée. Oui. Quand il faut faire l'alliage entre les véhicules et les motos, ce n'est pas vraiment facile à gérer. Et donc je crois que ça, aujourd'hui, quand vous prenez les engins à deux roues dans d'autres capitales, on n'en a pas assez comme cela. Même quand vous voyez les motos, c'est de grosses motos, oui, et autres. Et puis à ces engins à deux roues également est venu s'ajouter des engins à trois roues, oui, qui roulent comme des motos, mais qui se comportent comme des véhicules au même moment. Donc tout ça est compliqué en milieu urbain. Et donc je crois qu'aujourd'hui, la question de taxi-moto, c'est vrai qu'on est allé très loin pour faire marche arrière parce que les gens vivent de ça. Oui, mais on peut quand même gérer. Mais il faut trouver une solution. Je crois qu'avec les infrastructures routières qu'on commence par avoir, si on finit par avoir assez, et qu'on a des transports en commun avec des grands bus comme ça se passe avec Sotral, dans les grandes capitales du monde et avec Sotral aujourd'hui, où au moins toutes les 10 ou 15 minutes un bus stationne. Je crois que ça peut réduire un peu et peut-être confiner les conducteurs de taxi-moto à des milieux ruraux ou bien à la banlieue. Parce qu'effectivement aujourd'hui c'est compliqué, l'alliage moto-véhicule en même temps sur nos voies. Et je crois que c'est eux qui ont apporté le plus lourd cas d'accident, de victimes des accidents par rapport à ce dernier rapport-là. Mais à cela s'ajoutent d'autres raisons. Bon. Bien sûr, d'autres raisons que beaucoup de confrères ont évoquées tout au long de la semaine. Ferdinand, non, la faute est à tout le monde, mais beaucoup plus à l'État. Parce que, à l'État oui, la faute est à tout le monde, mais beaucoup plus à l'État, parce que c'est l'État qui a la responsabilité d'organiser la société, de veiller à ce que certaines règles soient respectées. Imaginez un peu, depuis une semaine, il y a une semaine, on est venu ici, on a dénoncé un phénomène devant la pharmacie de Djidjolé, oui, sur l'affaissement des rues. Personne n'est venu jusqu'à ce jour remplacer ça. Et il y a eu des morts là-bas. Il y a eu 2 morts là-bas déjà. Alors, ça là, ils vont mettre ça dans leur bilan. Et ils vont justifier ça comment? Ils vont mettre ça dans leur bilan macabre à la fin de l'année, mais ils vont dire quoi? Qu'ils sont morts, que c'est des gens qui ont fait des accidents par moto. Mais comment ils sont morts? C'est l'état dégradé de la route. Est-ce qu'on a des services dans ce pays qui suivent nos routes? On a des TP, on a tout ça. Comment est-ce que dans un pays où une route, comment je dirais, une route importante comme celle qui va vers Toti, oui, il y a un affaissement en 24 heures? On n'a pas pu dépêcher les services pour venir remettre les pavés à leur place pour que des gens ne meurent pas. Bon, à la fin de l'année, on fera un bilan,
en disant oui, il y a des morts et que bon, les gens ne respectent pas les règles, le code de la route, il y a des excès de vitesse, tout ça. D'abord, il faut avoir de bonnes routes. On n'en a pas. Et ensuite, il faut réguler la circulation, que ce soit en agglomération ou dans les grandes villes. Et il faut savoir qui roule en ville, qui ne roule pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions, elles feront mal, mais elles permettront quand même de régler certains problèmes définitivement. Nous avons tous dit ça ici. Oui, bien sûr. On ne peut pas être dans une rue, sur une route en ville. Vous avez un vélo, vous avez une moto, vous avez un tricycle, vous avez une voiture et vous avez des gros porteurs. Au même moment. Alors, il faut être vraiment un équilibriste pour pouvoir tenir son volant et passer. Parce que le moindre faux pas, vous faites un accident tout de suite. Donc, à un moment donné, il faut savoir qui interdit de circulation ou à qui il faut limiter certains périmètres. Je ne sais pas ce que les tricycles sont en train de faire dans la rue. Parce que ces tricycles aujourd'hui sont devenus aussi de grands dangers pour la circulation. Mais comme ceux qui importent les motos, ceux qui sont derrière ces sociétés d'importation des motos sont les mêmes qui gouvernent le pays ou qui sont les mêmes qui ont les sous, du coup, on laisse les choses se passer comme ça. On fait venir les motos, les gens meurent, et puis à la fin de l'année, on vient dire que c'est les motos qui ont les accidents. Donc, je pense que nous avons des ministères de la sécurité, ministère du transport. C'est pas seulement pour réprimer les gens, c'est pas seulement pour sortir des gens pour prendre la patente ou bien pour collecter. Non, il faut réfléchir à ce que la ville peut être demain, parce qu'une ville ça est amenée à évoluer. Il faut préserver le cadre de vie des grandes villes et permettre à ce que les gens circulent librement sans trop de problèmes. Bien, j'ai juste une minute malheureusement. Abi Alpha. Je crois que M. Yark a recensé les morts, il n'a pas fait le bilan. Parce que faire le bilan, c'est évaluer. L'excès de vitesse a tué combien de personnes, combien ils sont morts au niveau des ponts, parce que les ponts sont exigus. C'est ça. Combien sont morts parce qu'entre-temps les policiers sont arrêtés là où il ne faut pas s'arrêter pour contrôler les documents des véhicules. Dans les corners. C'est très facile de dire que 500 000 sont morts. Non, c'est un rapport détaillé. Le rapport a quand même beaucoup d'éléments. Sans qu'on nous permette de savoir que c'est sur cet aspect-là qu'il y a eu plus de morts pour qu'on corrige. Quand tu prends la route, je dis toujours que 70% de nos ponts, c'est des ponts qui sont de l'époque coloniale. Qui sont faits à l'époque coloniale. Un pont déjà, même sur une route normale, un pont au niveau du pont, c'est déjà un endroit dangereux. Ouais. Et quand on élargit un pont et on laisse... on élargit la route, on laisse le pont. On élargit un pont, on laisse la route, on laisse le pont en état depuis le temps colonial. C'est clair que vous avez creusé un petit cercueil sur la route. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse un effort pour évaluer combien sont morts par la faute des policiers, parce que parfois ça devient de l'arnaque. On s'arrête pour, n'est-ce pas, verbaliser là où il ne faut pas s'arrêter, ça devient de l'embouteillage monstre. Tu vois devant, c'est des policiers, mais ça fait problème. Donc moi merci je pense beaucoup, Abi. C'est bon de faire un bilan, mais il faut qu'on en tienne compte quand même. Bien, messieurs, merci beaucoup d'être venu pour le débat. Abi Alpha, le patron du journal Le Rendez-vous. Peut-être qu'avant de quitter là, je crois que bon, ça ne serait pas très bien qu'on jette, on fasse ce débat pour jeter seulement la pierre à l'État, pour globaliser tout, pour que l'État endosse. Je crois que c'est dangereux parce que personnellement, individuellement, les gens savent qu'on a des responsabilités. On a certaines responsabilités dans le non-respect du code de la route. Oui. Parce que généralement, quand on raisonne comme ça et on rejette tout sur l'État, ça ne fait pas également évoluer le pays, parce qu'il y a aussi des accidents où les gens ont creusé leur propre tombe. Il y a le feu tricolore qu'on ne respecte pas. Oui, c'est tout le monde. C'est vrai, je dis, mais l'État en priorité. Les gens sont à 3 sur des motos, l'excès de vitesse. Le non-respect des feux rouges et tout un tas, l'excès de vitesse. Même les feux rouges, même la manière dont les organisent, comment elles travaillent, et ces feux rouges travaillent. Et puis en plus, ça passe devant les policiers contre les 500. Même le processus d'obtention même du permis aujourd'hui, on a beau dire qu'il n'y a pas de corruption, tout le monde sait aujourd'hui comment ça se passe. Tout ça, c'est quand même incroyable. Ferdinand Haïté, le patron du journal alternatif, Fabrice Petiesi, le libéral, Abi Alpha, le Rendez-vous. Messieurs, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci à Francis qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Eric Gator. À la semaine prochaine. Au revoir. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements.